Bonjour à toutes et à tous, on va reprendre l'exercice de la dernière fois. Donc on parle de système non linéaire, on avait abordé un exemple euh, inspiré d'une application écologique, l'écosystème avec prédateurs et proies. Donc vous avez des prédateurs ici, par exemple le renard, qui vont réduire la population des lapins, mais quand il n'y a plus assez de lapins, le renard n'aura plus à manger, donc les renards vont réduire diminuer leur population, les lapins vont du coup augmenter, etc. On a vu qu'on obtenait des effets cycliques. Ces systèmes peuvent être décrits par l'équation non linéaire à deux variables x et y qu'on voit ici, donc deux équations différentielles non linéaires du premier ordre avec quatre coefficients dont on avait vu les signes et très difficile à résoudre. Donc, je vous avais donné la solution. Évidemment, la résolution de ces problèmes est hors du cadre de ce cours. C'est surtout pour voir à quoi ressemble un système non linéaire et les difficultés liées. Donc, après, je vous avais posé trois questions. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe si l'écosystème évolue de façon libre, notamment comment est-ce que vous pouvez le formuler, l'exprimer sous la forme x point égale f de x. Donc x, c'est un vecteur cette fois-ci, qui contiendra x la variable et y la variable, donc les populations des lapins et des renards. La deuxième question, c'était écrire l'évolution de l'écosystème s'il n'y a pas de prédateurs, donc s'il y a uniquement les lapins. Et la troisième question, c'est évolution forcée, c'est-à-dire on imagine un écosystème où les prédateurs sont rajoutés pour régler la population des proies. Et donc, pareil, écrire le système, cette fois-ci, donc il y a une variable de commande, c'est la population des prédateurs, U. Donc, écrire le système sous la forme x point égale f de xu. Donc, première question, évolution libre de l'écosystème. Donc, on a dit, on prend comme vecteur d'état la population des lapins et la population des renards entassés. Donc, x point égale f de x sera écrit comme ici. Donc, on reprend les équations et on remplace x par x1 et y par x2. Voilà, ça c'était la réponse à la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de renard? Donc s'il n'y a pas de renard, y égale y point égale à 0, donc la deuxième équation disparaît. Et dans la première équation, y disparaît. Donc je me retrouve avec x point égale ax, qu'on avait étudié lors de la dernière vidéo, l'évolution d'une population libre, c'est-à-dire sans adversaire ni autre population. Donc, la solution de cette équation différentielle du premier ordre est bien connue. Ça peut être une courbe quelconque parmi celles-ci. Donc, notamment, pour a égale à 0, c'est une constante. Si a est positive, l'exponentielle croît. Donc, c'est toutes les courbes qui vont vers le haut. Et si a est négatif, la courbe décroît à partir de la condition initiale. C'est toutes les courbes que vous voyez en bas. Et ensuite, troisième question, évolution forcée, qu'est-ce qui se passe si une des populations est une variable d'entrée? Donc, maintenant, l'état, c'est uniquement la population de lapins et la commande, c'est la population des renards. Donc, je peux réécrire la même chose, mais en remplaçant y par u, simplement. Voilà, donc voilà les solutions à l'exercice précédent. Donc, on a déjà dit plus tôt dans l'autre vidéo que les équations de ce système définissent ce qu'on appelle un modèle de Lotka-Volterra. Donc, ce modèle a été trouvé presque en même temps par deux scientifiques, Lotka, la photo à gauche, et Volterra, la photo à droite, qui étaient en train d'étudier donc plus ou moins à la même époque. Lotka, pour sa part, les réactions chimiques, et Volterra, les populations des poissons. Donc, disons que l'application de Voltaire est plus proche de celle qu'on a étudiée ici avec des prédateurs et des proies. Mais à noter donc qu'ils sont arrivés au même résultat dans les années 1925 et 1926.
Ce qu'on remarque aussi ici, c'est que cette équation s'applique à un tas d'applications, notamment l'étude des réactions chimiques, comme dans le cas de l'autre cas. Et donc, on a déjà vu l'application écologique, prédateur et proie, mais il met à cœur aujourd'hui de vous signaler aussi que ces équations peuvent fonctionner en épidémiologie, donc sujet très actuel aujourd'hui en 2020 avec la crise du virus Covid. Donc, il s'avère que la propagation d'un virus aussi peut être étudiée grâce à ces équations. Dans le cas de l'épidémiologie, X indique les individus susceptibles d'être infectés et Y les individus contagieux. Donc, c'est un peu le même principe de prédateur et proie. Plus il y a de contagieux, moins il y aura de susceptibles d'être infectés. Mais après, quand il n'y aura plus de susceptibles, les contagieux ils vont guérir. Et voilà, donc ça marche par cycle. Et là, on le vit en direct avec cette deuxième vague qui est arrivée cycliquement 3 mois après la précédente. Donc, une troisième application qui est plus proche de ce qu'étudiait l'autre cas, c'est la théorie de la combustion. Donc là, c'est les molécules qui se forment pendant la combustion du H2O2 qui se comportent comme un système prédateur-proie. Et une autre application intéressante, c'est dans les travaux de Galbraith, très récents, en économie. Donc, c'est un économiste qui a fait une critique du modèle capitaliste. Il montre que le modèle capitaliste se comporte aussi comme un écosystème de ce type. Si on regarde les grandes entreprises comme des prédateurs et la population comme une proie. Voilà, donc ici j'ai mis une caricature du système capitaliste avec en haut les bourgeois qui font la fête et en bas la classe ouvrière qui souffre. Donc c'est aussi le même schéma montré par Galbraith dans ses travaux en 2006. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu de l'importance de cette équation dans un tas d'applications. Cependant, je vous la présente surtout comme un exemple de système non linéaire, mais on n'approfondira pas plus cette équation, ce système d'équations, parce que, comme je vous l'ai dit, il est très compliqué à résoudre. Et on va plus se focaliser sur d'autres exemples de systèmes non linéaires. Donc d'autres exemples qui sont plus près de ce qui nous intéresse en automatique. Un premier exemple, c'est celui de la bille sur rail. Bon, là, on ne voit pas très bien peut-être la bille sur ce transparent, c'est la balle sur la gauche. Donc, c'est un système où on essaye d'équilibrer une balle qui roule sur un rail ou sur une planche qu'on peut incliner, qu'on peut faire pivoter. Donc, la balle, elle aura toujours tendance à aller vers le bas et il faut que la planche l'équilibre. Un autre cas où vous avez des systèmes, des équations non linéaires, c'est la mécanique des fluides, donc ce qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes. Je sais que vous n'avez pas forcément des notions de mécanique dans cette promo, mais pour étudier par exemple l'aérodynamique d'un avion supersonique, comme celui que vous voyez dans la figure, on utilise des équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes et qui sont aussi des équations non linéaires. Un autre exemple intéressant pour l'automatique, c'est celui du pendule inversé. Donc on a vu le pendule au début de ce cours sur les systèmes non linéaires. On peut imaginer d'accrocher le pendule à l'envers, donc avec la masse en haut et le support en bas. Donc le problème ici est plus compliqué. On met le pendule sur un chariot et l'entrée du système, c'est la force qu'on applique au chariot. Donc on va pousser le chariot à gauche et à droite afin de placer la masse vers le haut. Donc euh, ici, l'état du système, c'est la position de centre de masse et la commande, c'est la force qu'on applique au chariot. Un exemple que vous connaissez tous est celui du Segway, donc ce petit véhicule à roues qu'on peut faire avancer ou reculer en appliquant une force en haut, donc et qui se base donc sur le principe de la pendule inversée. Un autre exemple plus intéressant pour les roboticiens est celui du robot humanoïde.
Donc pour faire marcher un robot, c'est le même principe. Là, vous voyez, j'ai noté G, le centre de masse. Z, c'est le pied au sol. Donc ZG est modélisé par les roboticiens très souvent comme une pendule inversée. Et il faut que le robot se déplace pour éviter que la masse tombe. Donc à chaque fois, il faut garantir que le système est stable. D'une manière générale, tous les robots peuvent être vus comme des systèmes non linéaires. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit au début, de fait, les systèmes linéaires sont très rares dans la vraie vie et notamment en robotique, tout peut être vu comme un système non linéaire. Donc vous avez des robots de ce type-là, des quadrotors à quatre pales, des robots sous-marins similaires avec des pales qui propulsent le robot sous l'eau et des robots classiques de type manipulateur. Tous ces systèmes sont non linéaires. L'état et la position du robot ou d'un point du robot, par exemple pour le robot industriel que vous voyez en bas, généralement on regarde où est la fin de la chaîne, donc où le robot tient l'outil. Et donc l'état, c'est la position du robot ou de ce point dans un repère cartésien. Donc on considère un repère qui est quelque part dans le monde, qui est fixe, et il faut qu'on contrôle, qu'on stabilise la position du robot par rapport à ce repère. Et pour ce faire, on utilise une commande qui varie suivant les robots. Donc, dans les deux robots en haut, vous avez la vitesse de rotation des pales qui sera la commande. Et en bas, généralement, c'est plutôt la position angulaire des axes. Donc, le système qui relate x points, x et u est un système non linéaire. Nous aurons encore x point égale f de x, u. D'autres exemples toujours en robotique, ce sont les véhicules à roues. Par exemple, l'unicycle, qui est le système à roues le plus simple, qu'on verra dans le transparent suivant. Donc si je vais regarder, si je regarde l'unicycle du haut, l'unicycle peut se déplacer uniquement sur le plan. On imagine qu'il ne peut pas sauter, même s'il y a des gens très doués avec l'unicycle qui arrivent à sauter. Et si on se déplace dans le plan, cet unicycle il peut bouger sur 3 degrés de liberté, 2 de translation, x et y, et on peut aussi l'orienter en θ. Imaginez de faire glisser une boîte sur le sol, vous pouvez lui changer abscisse ordonnée, mais aussi l'orientation. Donc il a 3 degrés de liberté et on peut le contrôler avec une vitesse d'avancée, une vitesse de rotation. Donc l'état X caractérise la configuration, donc la pose comme on a dit x, y, θ, et la commande U inclut la vitesse d'avancée et soit la vitesse angulaire, soit l'angle de braquage suivant le véhicule. Un autre véhicule avec lequel vous serez sûrement plus familier, c'est le vélo, qu'on appelle aussi bicycle. C'est similaire. Donc là, on a l'angle de braquage de la roue avant et la vitesse de la roue arrière. Mais comme pour l'unicycle, la configuration, elle est définie dans un espace à 3 dimensions, x, y et l'orientation. Ensuite, le tricycle, donc on rajoute une troisième roue. Et ça donne ça. Et puis si on arrive à 4 roues, ben, vous avez le modèle de la voiture. Et donc pareil, vous avez une vitesse, donc soit c'est une traction antérieure ou postérieure. Donc là dans l'image c'est traction postérieure, mais en tout cas vous avez une vitesse qui permet à la voiture d'avancer. Et vous avez un angle de braquage des roues qui permet de contrôler ce système dans un espace x, y, θ. On va zoomer un peu, se focaliser sur le premier exemple, celui de l'unicycle. Donc, comme je vous avais dit, il est défini, sa position peut être définie par x, y et θ, qui donc caractérise l'état. Et après, on peut contrôler la vitesse angulaire, oméga, et la vitesse d'avancée, v. Donc voilà, et donc les variables d'entrée, il y en a deux, c'est v oméga. Donc je vous demande un exercice pour la prochaine vidéo, c'est de décrire l'unicycle sous la forme x point égale f de x et u. Donc je vous laisse réfléchir à ça, il va falloir faire un peu de trigonométrie sur la figure que vous voyez ici à gauche. Et sur ça, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.